Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir Agnès et Alessandro Arbo. Agnès Molinier-Arbo est professeure de philologie latine à l'Université de Strasbourg, spécialiste de l'Antiquité tardive. Ses travaux portent à la fois sur la littérature et l'historiographie tardo-impériale. Alessandro Arbo est professeur de musicologie à l'Université de Strasbourg, spécialiste d'esthétique et de philosophie de la musique. Outre de nombreuses publications consacrées à la pensée des Lumières ou aux philosophes allemands des 19e et 20e siècles, il s'intéresse à l'heure actuelle à la musique dans le cyberespace. Aujourd'hui, ils conjuguent leurs expertises en civilisation romaine, philologie latine et philosophie pour aborder cette question intrigante des aptitudes musicales du monde animal telle qu'elle a été abordée par les philosophes antiques. Celle-ci s'inscrivait dans une réflexion globale sur la place de l'homme au sein du vivant qui, à l'heure actuelle où la notion d'anthropocène est au cœur de nombreux débats dans tous les domaines, politiques, économiques, biologiques, géographiques, sociaux, anthropologiques, culturels, cette réflexion nous apporte de précieux enseignements. Au début des années 1980, François Bernard Mache avait proposé le terme de zoomusicologie, remettant en cause, non sans provoquer des remous à l'époque, un culturalisme anthropocentré. À l'aide d'analyses de sonagrammes, il avait précisément montré, en comparant la construction de chants d'oiseaux à diverses pièces musicales de production humaine, que, je le cite, chez l'animal comme chez l'homme, la musique est une relation au monde qui va bien au-delà d'un simple circuit de communication entre individus. La voie qu'il a alors ouverte s'est avérée très féconde, non seulement pour la création artistique mettant en dialogue sons animaux ou humains, mais aussi sur le plan philosophique et musicologique. En témoignent, entre autres et sans exhaustivité, les travaux de Dario Martinelli, Hollis Taylor, Rachel Mundy ou encore François Ribac qui s'intéresse plus largement à l'écomusicologie. Dans ce paysage intellectuel, le dialogue de nos questionnements avec les débats antiques sur un ars animalis ne peut qu'être fécond. Et donc, je laisse la parole à Agnès et Alessandro en les remerciant. Merci. Alors, vous le savez, même si nous sommes généralement enclins à penser que l'art de la musique est l'apanage de l'homme, dans le monde animal, il n'est quand même pas rare de relever des phénomènes, pratiques, capacités qui semblent témoigner de la présence, dans certaines espèces, d'une véritable sensibilité musicale. On est par exemple étonné de constater que certains oiseaux exotiques sont capables de danser en rythme. D'autre part, plusieurs autres espèces d'oiseaux font entendre des chants qui apparaissent incroyablement élaborés à qui les écoute attentivement. Alors, tous ces constats empiriques, au fond, sont confirmés en bonne partie par la recherche actuelle. Et donc, alors attendez, voilà, c'est là. Et notamment, donc, le nom de François Bernard Mache a été déjà évoqué. On l'a écouté d'ailleurs l'année dernière et il avait présenté plutôt son activité, son expérience de compositeur qui s'était largement inspiré au chant des oiseaux et il avait même reconnu comme une sorte de modèle pour la composition. Et vous voyez donc cette composition Alcyone qui nous avait fait écouter presque en entier donc l'année dernière. Mais en effet, donc, ce compositeur a été aussi un intellectuel de taille parce qu'il nous a montré en quelque sorte que les séquences sonores émises par certains oiseaux forment vraiment des unités que sans abus de langage, on peut qualifier définir des musicales. Car elles comportent des variations d'intervalles, de durée, de timbre, voire dans certains cas, ce que l'on pourrait appeler un vrai style individuel. Et certains n'hésitent pas, certains chercheurs, à parler d'une sorte de protoculture musicale. Or, de telles observations avaient été, jusqu'à un certain point, faites déjà par les anciens, qui avaient noté que certains animaux réagissaient justement à des modes et à des rythmes, et étaient quelquefois aussi capables de produire des expressions sonores, harmonieuses, irréductibles à des fonctions biologiques ou de communication. Les anciens sont allés quelquefois même plus loin, jusqu'à inverser les termes de la question. Étant donné que les oiseaux chantent, peut-être est-ce l'animal qui est à l'origine de ce que
les hommes auraient traduit plus tard justement dans cet art qui est la musique, l'art de moduler les sons. Notre thématique touche aujourd'hui à la définition de la musique comme produit de l'intelligence humaine et par là même interroge ce qui sépare ou qui rapproche l'homme de l'animal, grâce à une étude du rôle joué entre la sensibilité et l'intellect, des facultés, on le verra que pour les philosophes anciens, c'était donc, elles étaient bien définies et distinctes. Et au milieu, entre ces facultés, les facultés de l'imagination et de la mémoire, qui sont tout aussi importantes pour la sensibilité que pour l'intellect. Alors, quelques principales disciplines sont concernées par notre travail, qui donc est explicitement interdisciplinaire. Vous voyez donc la philologie, la philosophie, l'ornithologie, l'anthropologie, la zoomusicologie qui a été justement évoquée, jusqu'à une branche d'études, si vous voulez, plus récente qui s'est appelée, bon, vous savez, les Américains ont tout traduit en studies, non? Donc, comme il y a les visual studies, les sound studies, il existe aussi quelque chose qui s'appelle les human animal studies. Et donc, c'est également une discipline qui s'intéresse au rapport justement entre les hommes, les animaux, et la manière aussi de se représenter le monde animal et dans ses rapports au monde humain. Encore quelques mots sur la méthodologie, c'est-à-dire comment nous allons procéder, comment nous avons procédé dans cette recherche. Bon, avant tout, analyse, commentaire et comparaison des sources qui sont des sources anciennes, qui donc demandent aussi un mode d'attaque un peu particulier, avec une attention spécifique pour la terminologie, pour les mots qui n'ont pas toujours la même signification qu'aujourd'hui, évidemment. Confrontation avec les résultats de quelques études scientifiques, c'est-à-dire est-ce que ce que les anciens nous disaient a été confirmé au moins par la recherche actuelle. Confrontation avec des exemples et des transcriptions empruntées à quelques compositeurs. Comme vous le savez, il y en a deux qui ont énormément travaillé sur les oiseaux, qui ont transcrit beaucoup de chants d'oiseaux, ils les ont étudiés, ils ont consacré au chant des oiseaux des études entières, donc Messiaen et Mache en tête, donc nous nous sommes servis également de leur transcription. Enfin, pour corroborer un peu les hypothèses interprétatives, on a également, fait des observations empiriques, c'est-à-dire on a écouté les chants des oiseaux qui étaient concernés et qui étaient évoqués par les anciens pour voir si, quelque part, ce qu'ils nous ont raconté correspondait au vrai ou pas. Alors, notre objectif aujourd'hui est de vous présenter différents éléments de la pensée antique, donc sur notre thématique, et l'évolution de ces éléments dans un contexte chronologique chronologique assez large, mais culturellement relativement circonscrit, c'est-à-dire les débats philosophiques d'époque romaine et surtout impériale, c'est-à-dire dans un arc temporel correspondant grosso modo à la fin du 1er siècle avant notre ère et aux 5 premiers siècles. Alors, ça, c'est notre travail, tout ce large empan chronologique. Aujourd'hui, on va pas tout vous infliger. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous occuper des dernières décennies avant notre ère et des 2 premiers siècles après, ce qui est déjà pas mal. Alors, nous verrons jusqu'où ce débat a su pousser l'observation et l'interprétation du phénomène donc qui va nous intéresser. Cependant, ce même débat resterait incompréhensible si nous ne prenions pas la peine de mentionner quelques éléments de la pensée antérieure, notamment celle de 2 philosophes incontournables, Platon et Aristote, par lesquels nous commencerons. Donc j'ai prévu un empan chronologique relativement limité, mais en fait, on va l'augmenter un peu, on va l'élargir un peu en amont. Alors, d'abord, on va brièvement présenter la pensée de Platon et d'Aristote parce que elle est fondamentale. Et les penseurs successifs ont analysé la pensée de Platon
d'Aristote où on parlait contre. Mais c'est incontournable. Ensuite, on va sauter à Lucrèce. Donc, vous savez, Lucrèce, donc le philosophe épicurien de la fin de la République romaine et qui est à peu près le seul texte complet que l'on possède sur la philosophie épicurienne. Ensuite, on parlera donc des stoïciens, brièvement parce qu'on manque de beaucoup de textes. À part Sénèque, on manque vraiment de textes. Ensuite, on passera à un penseur très intéressant, c'est le philosophe juif Philon d'Alexandrie, qui est donc du 1er siècle après notre ère. Et ensuite, on va passer aux naturalistes, donc qui se fondent sur Aristote, mais en ne parlant que de Pline l'Ancien. Alors, il y en a un autre qui vaut vraiment la peine, Élien, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et on finira par Plutarque, qui a repris le platonisme, mais d'une manière assez particulière, parce que bon, il y a une très vaste galaxie des platoniciens impériaux, et donc Plutarque fait classer parmi les néo-académiciens de ce point de vue-là. Voilà. Très bien. Encore un petit exclu de cette liste. Il aurait fallu, bon, pour être complet oui, sur toutes les philosophies, c'est le néoplatonisme, mais bon, ça nous obligeait à ouvrir notre discours. Le néoplatonisme est aussi un discours très métaphysique. Et il était un peu, disons, latéral par rapport à notre problématique. Mais ils ont également parlé un peu. Oui, ça aurait été trop large. Voilà. Sur la musique qui est constitutive de l'âme du monde. Donc ça aurait été quand même, ça nous aurait porté très loin. Très bien. Alors, commençons par évoquer la mythologie, évidemment, comme vous le savez, donc la musique et les oiseaux et les animaux entrent, disons, dans les thèmes de la mythologie grecque, et la musique devient souvent, comme dire, une sorte de moyen de communication privilégié, disons, entre l'homme et l'animal. On pense au célèbre mythe d'Orphée, qui séduisait par les sons, disons, et par son chant les animaux, et qui était destiné, comme vous le savez, à devenir un motif iconographique récurrent. Juste quelques mots pour dire, alors, de quels animaux, en fait, quels sont les animaux musiciens de l'Antiquité gréco-romaine? Alors, essentiellement, les oiseaux. Donc, merle, rossignol, perdrix, cygne, mais aussi, parfois, insectes, notamment les cigales, biches, ours, dauphins et taureaux. Même si il faut souligner donc que les émissions sonores des insectes furent beaucoup plus étudiées dans les pays asiatiques. Et on rappelle ce beau livre édité par Benjamin Lassauzet et Alain Montandon, donc nous les rappelle. Les commerces d'insectes chanteurs avaient commencé en Chine depuis plus de 2000 ans. Donc, quelque part, la thématique des insectes n'est pas trop entrée dans le discours gréco-romain, mais même si, bon, il y a aussi un célèbre mythe des cigales qui, évidemment, a été, comment dire, important aussi dans la tradition occidentale. C'est un mythe qui se trouve dans un dialogue platonicien. Les philosophes de l'Antiquité furent intrigués, bon, d'abord par la richesse et la variété des modulations des émissions sonores des oiseaux. Pourquoi ils se sont tellement intéressés à leur chant? Parce qu'ils faisaient partie des phénomènes exceptionnels, c'est-à-dire les phénomènes qui, dans le monde animal, paraissaient proches des œuvres des hommes. Et quels sont ces phénomènes? Bon, toile d'araignée, nid, fourmilière, rayons d'abeilles, et il y a beaucoup de discours qui concernent également les rayons d'abeilles. Comment s'expliquer que les œuvres aussi sophistiquées, des œuvres aussi soient présentes dans la nature? Qu'est-ce qui distingue, disons, les œuvres animales des œuvres humaines? Et jusqu'à quel point on peut parler, dans le cas des animaux, des musiques et des chants? En l'état actuel de nos sources, donc les premiers philosophes qui ont tenté d'apporter une réponse articulée à ces questions sont Platon et Aristote, comme on disait. Alors, commençons par Platon, et en fait, qui, on le verra, a surtout une vision, pour ainsi dire, négative. C'est-à-dire, pour lui,
bon, il y a un aspect très important, les logos, dans son double sens, si vous voulez, de parole et de raison, est un privilège exclusif de l'homme. Et donc, en quelque sorte, l'homme, certes, partage avec les autres êtres animés la sensibilité, et en partie les nous aussi, mais les logos restent une caractéristique, une propriété de l'homme. Alors, où on trouve la musique dans l'œuvre de Platon, dans plusieurs mythes en fait, dans les Phédons, dans les Phèdres, dans la République. Les animaux font preuve d'aptitude musicale, dans le cadre surtout chaque fois qu'ils racontent une histoire de métempsychose, en bref. Quand il y a un passage, déjà c'est intéressant, comme dire un passage, comme dire de l'homme à l'animal via cette raconte mythologique, disons, de la métempsychose. Mais ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est de voir comment les attitudes musicales des oiseaux font apparition dans un cadre différent qui n'est pas mythologique, et plutôt le cadre de sa pensée politique. Sa pensée politique, comme vous le savez, donc concentrée déjà dans la République, ces grands mythes, et dans les lois surtout. C'est dans les lois que Platon émet un jugement qui est intéressant pour nous, convaincu en quelque sorte du rôle qui est important, et que la musique pouvait jouer sur l'éthos des citoyens. Platon cherche à comprendre quand et comment elle peut avoir une valeur éducative. Ça, c'est le contexte de sa discussion. Et c'est alors qui est évoquée la question des animaux musiciens. Il y a les arguments d'un interlocuteur maïeutique dans ce dialogue, un vieillard qui est appelé l'Athénien, qui sont assez explicites. Il dit, c'est les jeunes animaux, tout comme les enfants sont enclins à émettre toutes sortes de sons et à bouger sans cesse, comme s'ils dansaient. Aucun animal n'a les sentiments de l'ordre ou du désordre dans le mouvement, de ce que nous appelons rythme et harmonie. Alors, d'où venaient ces jugements si tranchés, si clairs, si négatifs, si vous voulez, par rapport au monde animal? Essentiellement d'une position des principes. Pour Platon, donc Platon exprime clairement sa préférence, si vous voulez, pour une musique, pour un musiqué qui parvient à unir correctement parole, harmonie et mouvement, harmonie, rythme et logos. Pour lui, le vrai musiqué, c'est l'ensemble de ces trois éléments. Donc, c'est pour lui la véritable signification de la musiqué, qui en ce sens pouvait avoir un sens, une signification, parce que s'accompagnait toujours d'une parole. C'est comme si on disait aujourd'hui, la vraie musique, c'est toujours de la poésie chantée, parce qu'on entend et on comprend de quoi il s'agit, en bref. Et le discours est assez clair, sans ambiguïté, si vous voulez. Une musique purement instrumentale ne nous permet pas de saisir clairement ce qu'elle signifie. Et se révèle donc inapte à réaliser une bonne imitation. Il s'agit donc d'une thèse qui a eu un nombre tellement important de reprises tout au long de l'Antiquité et encore à l'époque, à la Renaissance et après à l'époque moderne, etc. Alors, à partir de ces présupposés, il semble donc plutôt aisé, si vous voulez, de trouver une solution au problème qui nous intéresse. Les animaux n'ayant pas la parole, ils sont fondamentalement incapables de produire une musique digne de ces noms. Donc, c'était important de rappeler cette position des principes, c'est-à-dire, d'un côté, comme dire, l'émission sonore des animaux rassemble ce que font les musiciens qui font de la musique instrumentale, mais justement la musique instrumentale est dépréciée par rapport à la musique vocale ou à la vraie musique qui nous transmet toujours une signification. Ça, c'est la position en bref, de manière très synthétique de Platon. Mais nous verrons comment elle va être reprise dans la période qui nous intéresse. Alors, je passe maintenant à Aristote. Alors, la réflexion d'Aristote à propos des émissions sonores des animaux est bien plus développée et va être très utilisée par la suite dans les textes qui vont nous intéresser. Si, comme chez Platon, la comparaison homme-animal émerge d'abord dans les écrits politiques, elle est remarquablement approfondie dans d'autres contextes,
comme celui de ses écrits psychologiques, poétiques et surtout biologiques, et notamment dans l'Histoire des animaux, qui est non seulement l'ouvrage le plus long de tout son corpus, mais également une de ses œuvres appelées à devenir les plus célèbres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Aristote ne se contente pas dans l'Histoire des animaux de souligner la sensibilité musicale exceptionnelle de certaines espèces. Il s'intéresse aux chants que font entendre de nombreux animaux, et ses remarques sur ce point s'inscrivent à l'intérieur d'une réflexion plus large sur les sons produits par les êtres vivants. Certains oiseaux sont ainsi expressément répertoriés comme chanteurs, tels le rossignol, la perdrix, le brinte, le merle qui chante ou le cygne à l'approche de la mort. D'autres se voient plus simplement attribuer une voix harmonieuse. Donc, il y a une qualité, il y a une définition qualitative des émissions sonores harmonieuses des animaux. Et ça, c'est intéressant. Alors, le plus intéressant, évidemment, des oiseaux est évidemment le rossignol. Alors, Aristote s'arrête très longuement sur le rossignol et explique qu'il chante au printemps de façon continue pendant 15 jours et 15 nuits. Puis il continue à chanter, mais plus sans interruption, et au cours de l'été, dit Aristote, il émet une autre voix qui n'est plus susceptible d'autant de modulation, qui n'a plus la même vivacité ni la même souplesse, mais est unie. Et formulant alors une théorie qui sera plus tard reprise et amplifiée par Darwin, Aristote note que les animaux chantent et vocifèrent à l'époque des amours. Le chant animal peut être conçu pour lui non seulement comme un appel, mais aussi comme un moyen de séduction et de compétition. Donc c'est pas un chant pour chanter, c'est vraiment un chant en situation, pour des raisons biologiques. Mais il ne s'en tient pas là. Aristote ne s'en tient pas là. L'exemple du rossignol est vraiment très intéressant, encore d'un autre point de vue. En effet, Aristote, après avoir souligné que le rossignol ne chante pas avec la même voix que ses parents s'il a été élevé avec d'autres oiseaux, affirme donc que l'on a vu et entendu une femelle rossignol enseigner le chant à ses petits, selon un principe qui assimile le chant au langage acquis par imitation. Et ça, c'est une observation très importante pour nous, comme pour la postérité qui va reprendre très souvent cette observation d'Aristote. Pour Aristote, le chant des oiseaux peut ne pas être inné, c'est pas quelque chose d'instinctif, d'automatique, mais transmis de génération en génération et conditionné par l'enseignement et l'exercice, ce qu'on appelle aujourd'hui une protoculture. Alors, je m'arrête un instant sur cette observation parce qu'elle peut paraître totalement fantaisiste, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, comment Aristote a-t-il pu le faire? Alors, Aristote avait des moyens de recherche scientifique que nous n'avons pas. C'était un proche d'Alexandre qui avait chargé beaucoup de monde d'aller lui collecter des informations biologiques et de lui rapporter. Et donc, ça, c'est le fruit d'une véritable observation et qui a été possible, sans doute, parce que les anciens domestiquaient, apprivoisaient beaucoup plus d'animaux que nous, et en particulier beaucoup d'oiseaux. Il y avait des oiseaux on élevait des rossignols en cage. Donc c'était très facile de voir que si on mettait un petit rossignol avec des oiseaux qui n'étaient pas de son espèce, il chantait pas selon son espèce, mais selon les oiseaux avec qui il avait été élevé. Et il était très facile aussi d'observer une maman rossignol en train d'enseigner le chant à son petit. Donc c'est pas du tout une réflexion fantaisiste, et d'ailleurs, elle a été confirmée en grande partie par la recherche scientifique actuelle, comme en témoignent toutes les études qui ont été faites sur les dialectes locaux identifiables dans le chant de plusieurs espèces d'oiseaux, donc non seulement les rossignols, mais ailleurs. Si vous écoutez maintenant, vous n'écouterez jamais plus le chant d'un rossignol de la même manière qu'avant, vous saurez que les rossignols alsaciens ne chantent pas de la même manière que les rossignols d'Occitanie. Ils n'ont pas le même répertoire. Donc, alors il n'y a pas que les oiseaux qui ont cette protoculture, il y a aussi d'autres espèces animales, des dauphins aux baleines à bosse. Voilà, alors ça nous est arrivé l'année dernière
faire cette conférence à peu près dans cette forme, même si le sujet n'était pas exactement le même, mais au Canada. Et au Canada, il y a une vedette, en fait, de cette histoire-là, qui est cet oiseau qui est le bruin à gorge blanche. C'est un oiseau très connu, hein, une espèce de passereau, hein, qui rassemble aux moineaux. Hein. Et il a fait l'objet d'une série de recherches. Et voilà, vous avez ici un numéro de Current Biology qui parle justement du chant de cet oiseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils avaient constaté qu'à un certain moment, comment dire, son chant n'était plus le même. Ils ont commencé à s'intéresser parce que, en fait, c'est un oiseau qui a un chant tellement typique que les Canadiens avaient associé au chant de cet oiseau des mots. Alors, les Anglais disaient « Oh, my sweet Canada, Canada, Canada ». Au Québec, ils disaient « Où es-tu, Frédéric, Frédéric, Frédéric ». Alors, ils ont noté qu'à un certain moment, comment dire, il y avait des oiseaux qui ne chantaient pas exactement comme ça, et que surtout les trois notes finales étaient devenues des notes, donc c'est que Cana, 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 Frédéric, Frédéric, Frédéric. Alors, ils ont étudié ces phénomènes et ils se sont rendus compte qu'il y a eu une espèce de changement viral, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la nouvelle séquence a commencé à se répandre, hein, au point que toute une série d'oiseaux, ça venait du nord du Canada et progressivement est arrivé au Québec. Et la plupart, ils ont fait, disons, une recherche sur un spécimen très large, se sont rendus compte que les chants avaient définitivement changé. Culturellement changé, vous voyez, c'est-à-dire que progressivement, alors il faisait comme l'exemple, c'est comme si un Québécois venait à Paris, se mettait à parler en québécois et d'autres commençaient à l'imiter et peu à peu tout Paris parlait en québécois. Voilà. C'est pas comme ça que sont allées les choses, mais bon. Alors, je vous fais écouter, voyons si la technique fonctionne. Hein. Donc ça c'est... Vous voyez, c'était les nouveaux chants et les vieux chants. Alors, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non? Alors, j'avais comme... je vais le remettre, hein? Enfin, peut-être qu'avec un micro à côté. Là, vous voyez progressivement comme il s'est répandu. D'accord, voilà. C'est une recherche qui montre très bien comme justement on peut transmettre, certaines espèces peuvent transmettre une variation, une modification, et donc leur chant n'est pas, comment dire, entièrement inné et peut également faire l'objet d'un apprentissage. Alors revenons à l'Antiquité avec quelques conclusions sur Aristote. Si dans la psychologie aristotélicienne la distance entre l'homme et l'animal est affirmée, puisque seul l'homme, au fond, pour Aristote, possède la faculté rationnelle, la proximité entre les deux est également mise en valeur. Et par les constats que dans le monde animal, certaines espèces paraissent clairement douées des facultés très importantes, mémoire et représentation, et qui sont en jeu, donc c'est que ces oiseaux sont capables de faire, et donc beaucoup plus portées que d'autres à l'imitation et à l'apprentissage. La musique animale, si on peut l'appeler ainsi, en forçant un peu le lexique des anciens, mais sans trahir au moins en partie, disons, leur message, devient la preuve qu'il convient de se représenter les êtres vivants sur une échelle graduelle continue. Et ça, c'est la vision typiquement aristotélicienne, c'est-à-dire on constate qu'il y a des différences, mais elles sont dans une échelle graduelle. On est loin du discours platonicien qui avait nettement séparé, vous voyez, le monde des hommes, si vous voulez, du monde des animaux. Alors, Platon-Aristote avait posé les fondements d'une réflexion sur les aptitudes musicales des animaux, souvent menée de pair avec un examen des pratiques musicales humaines. Les débats qui s'est développé ensuite, donc dans leur sillage, on pourrait dire, s'est focalisé plus particulièrement sur la partie, si vous voulez, des raisons, des logos, des ratios, et de telles facultés étaient susceptibles d'impliquer. Et donc voilà, on va dans les nouveaux mondes. Oui, il faut pousser voilà. Des fois, voilà, et c'est bon.
Alors, les premiers philosophes donc qui nous intéressent, philosophes et après philosophe et poète, écrivain, comme vous le savez. Donc, c'est, si vous voulez, Épicure et Lucrèce qui est dans notre cadre temporel. Donc, on sait qu'Épicure s'est beaucoup inspiré d'un philosophe matérialiste qui est un peu postérieur presque à Platon, Aristote, c'est-à-dire Démocrite. Plutôt, c'est la même époque et même un peu avant, qui affirmait que les hommes avaient inventé l'art de la musique en écoutant les chants des oiseaux. Ça, c'est une conception qui n'était pas seulement propre aux philosophes. Il y avait un célèbre poète, Alcman, qui avait soutenu cette idée. C'est-à-dire qu'au fond, la musique humaine elle-même, disons, comme telle, était empruntée, disons, un exemple qui venait essentiellement des oiseaux. Alors, on n'a pas des écrits suffisants pour attester que cette thèse a été en quelque sorte reprise, développée par Épicure, même si il est possible que ce soit intéressé à ces phénomènes. Mais en tout cas, un des disciples les plus fervents admirateurs d'Épicure, les Romains Lucrèce, développe quant à lui justement longuement les idées qu'on vient d'évoquer. Alors, on se trouve, donc la partie qui nous intéresse se trouve au livre 5 de son grand poème didactique de la nature, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et là, après avoir décrit avec faveur la vie que menèrent dans la nature les premiers hommes au milieu des autres animaux, alors Lucrèce décrit les progrès de la civilisation et explique notamment comment les hommes inventèrent les différents arts, tissage, agriculture, mais aussi musique. Et vous le voyez ici, vous voyez ce qu'il dit. On imitait avec la bouche le ramage limpide des oiseaux, bien avant de savoir pratiquer l'art des chants harmonieux et charmer les oreilles de leur mélodie. Alors, ici, au-delà des animaux, c'est plus largement une natura magistra, c'est-à-dire une nature enseignante, qui aurait appris aux premiers hommes la musique. En effet, Lucrèce distingue ici entre la musique vocale, que les hommes auraient appris des oiseaux, et la musique instrumentale, et plus exactement celle des flûtes pastorales, dont l'invention aurait été inspirée à l'homme par le vent soufflant dans les roseaux. Alors, Lucrèce poursuit alors avec une description idéalisée des pratiques musicales, inspirée de celles des animaux, des premiers hommes, ces premiers hommes qu'il appelle les fils de la terre. Et donc c'est un très long texte, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on va pas le lire en entier, mais si vous le regardez, vous voyez que c'est de la très belle poésie, donc, et surtout c'est une vision totalement idéalisée d'une vie pastorale près de la terre, au milieu des animaux et au milieu des bois, et donc une description des fêtes et de la musique des premiers hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette description ? Alors, dans sa description des premières pratiques musicales humaines, celles qui ont sa faveur, le plaisir apparaît d'abord être la seule raison d'être de la musique. Donc, dans une vision qui rejoint celle formulée à peu près au même moment par Philodème de Gadara, donc qui vécut à peu près à la même époque. Alors, Philodème de Gadara, c'est un autre épicurien qu'on connaît, et grâce au papyri d'Herculanum. C'est un des papyrus de la Villa des Papyri que l'on a réussi à lire. Et donc, ça nous a gardé une partie de la pensée épicurienne qui a disparu au cours des siècles. Donc, voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que on voit que pour les épicuriens en général, la musique satisfaisait certes un désir qui n'était pas nécessaire, mais quand même naturel, puisque le plaisir que le chant et la danse suscitent découle directement de la sensation. Et donc, chez Lucrèce, tout comme dans la perspective de Philodème, il s'agit d'une sensation que peuvent éprouver aussi bien les hommes que les animaux. Et ce dernier point est très important. Lucrèce insiste, dans le texte qui est projeté ici, insiste quant à lui sur le fait que la musique des premiers hommes était plaisante, donc atteignait son but, tout en étant sans art. Et ici, vous voyez, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur Platon, qu'ici, Lucrèce se situe à contre-courant d'un Platon
qui, refusant de juger de la valeur d'une musique à l'aune du seul plaisir, ne jurait que par une musique fondée, si vous en souvenez, sur une parfaite maîtrise des lois de l'harmonie et du rythme. Tout au contraire, Lucrèce, sciemment, ne place pas au-dessous de cette dernière la musique et la danse grossière qu'il prête à ses fils de la terre, tout simplement parce que celle-ci ne leur conférait pas un plaisir moins grand. Et donc, une musique devenue art, c'est-à-dire fondée sur les lois de l'harmonie et du rythme, ne représente pour Lucrèce en aucun cas un progrès par rapport à la musique que vous voyez ici dans ses rêveries poétiques, qui dans ses rêveries poétiques aurait résonné dans les forêts pendant l'âge d'or de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est que cette musique? Une musique naturelle, restée proche du modèle animal qui l'avait inspiré et suscitant un plaisir semblable, peut-être, à celui éprouvé par les oiseaux chantant dans les bocages. Même si la vision est un peu différente, mais si quelqu'un de vous connaît les textes de Rousseau, voit très bien où il a pris son inspiration quand il a parlé des premiers chants des hommes dans cet état de nature. Alors, on passe maintenant à la principale école antagoniste par rapport aux épicuriens, donc c'est les stoïciens. Et en fait, c'est intéressant de constater que l'idée, disons, que les sons harmonieux ou mélodieux émis par certains animaux puissent être considérés comme l'expression d'une musicalité qui a son fondement dans la nature, se retrouve également dans cette principale doctrine antagoniste, le stoïcisme. Cependant, bon, là, il faut immédiatement le rappeler, la signification que l'idée de nature a chez les stoïciens est, on pourrait dire, diamétralement opposée à celle des épicuriens. Donc, on passe d'un espace vide où une déviation aléatoire, ce que Lucrèce appelait les clinamen, est censé permettre aux atomes de se rencontrer et de s'agréger. Ça, c'était la vision de Lucrèce et d'Épicure. Un cosmos dominé par un ordre immuable, rationnel et nécessaire des choses. C'est la vision panthéiste, est également matérialiste des stoïciens. Donc, on passe à un modèle de nature complètement différent. Mais qu'est-ce qu'il en est du discours des stoïciens? Je peux résumer, au fond, pour eux, il y avait vraiment, disons, des concepts sur lesquels on peut, disons, construire vraiment les discours. Il y a une sorte d'impulsion naturelle d'un côté, ce qu'on pourrait appeler avec un terme moderne l'instant, qui est présent dans toute la nature, où se manifestent des capacités, des compétences, des possibilités. Et de l'autre côté, il y a la raison humaine, les logos, qui est seulement, comme dire, lié à ce qui est un véritable techné, un véritable ars. L'ars, pour les stoïciens, suppose une épistémée, une science indissociable de la raison. Donc, quelque part, là aussi, du point de vue systématique, comme dire, on peut résoudre facilement les problèmes. Les animaux ne possèdent pas une véritable ars, même si ils sont, comme dire, l'animal est, comme on pourrait dire, faber, c'est-à-dire il peut faire des choses parce qu'il y a un instinct naturel qui le pousse à faire certaines choses. Mais donc, on peut prendre comme exemple Sénèque, qui dans les lettres à Lucilius, donc dit très clairement, c'est que l'homme doit à l'art, l'animal le tient de la nature. Mais donc, vous voyez que art et nature sont clairement séparés. Et donc, cette différence, si vous voulez, l'ars des animaux est emprunté par cette immédiateté, n'est pas capable, comme dire, de variété. L'ars des hommes est fruit de la science et acquise par l'apprentissage. Et donc, même si Sénèque cite la voix particulièrement suave et variée de Rossignol, est présenté comme un don naturel de l'espèce, justement, ce n'est que quelque chose qui est présent d'une manière instinctive, mais qu'on ne peut pas
comparé à la technique des hommes. Voilà. Alors, on va passer maintenant à Philon d'Alexandrie, donc le penseur juif dont je vous parlais tout à l'heure, et qui s'interroge beaucoup plus que Sénèque sur les capacités musicales des animaux. Alors, la pensée, Philon était un juif hellénisé, et dont la réflexion sur les animaux s'est inspirée à la fois du stoïcisme et du platonisme. Alors, le texte le plus important pour notre problématique est un dialogue qui s'appelle Alexander, qui est assez difficile à manipuler parce qu'il nous est parvenu, il nous a été transmis que par le Philon arménien, sous une formule arménienne, par une traduction arménienne. Et donc, on n'a pas le texte grec original parce qu'il écrivait, Philon écrivait en grec. Mais on arrive quand même assez bien à voir quelle est sa position. Alors, ce discours est d'autant plus intéressant qu'il a l'avantage de présenter tour à tour les arguments des néo-académiciens, donc, qui sont les adversaires des stoïciens, vous allez voir, croient en une forme de raison animale, et donc de véritables capacités musicales des oiseaux, des animaux. Donc, il présente d'abord les arguments des néo-académiciens, et ensuite les siens, qui sont proches de ceux des stoïciens, mais surtout fortement inspirés, on va le voir, de la pensée de Platon. Alors, au début du dialogue, le premier, donc c'est un dialogue, donc le premier donc à s'exprimer est le neveu de Philon, nommé Julius Tiberius Alexander, qui est un personnage bien connu par ailleurs, petite parenthèse, parce que c'était un lieutenant de Titus et de Vespasien. Donc c'était un juif très hellénisé et même apostat, donc, et qui faisait partie de la cour impériale. Et cet Alexandre était certainement acquis aux idées de la nouvelle académie, une des écoles héritières de Platon. Or, Alexandre, dès le début du texte, après avoir déclaré que les animaux possèdent un logos endiathetos, c'est-à-dire littéralement en grec la parole intérieure, c'est-à-dire la pensée. Depuis Platon, on considérait que la pensée, c'était un dialogue de l'âme avec elle-même. Donc après avoir déclaré que les animaux possèdent la pensée et également ce qu'on appelle le logos prophorikos, c'est-à-dire le discours, la capacité d'exprimer, d'énoncer sa pensée, de la faire connaître à l'extérieur. Donc le discours. Donc Alexandre souligne, à la suite d'Aristote, il s'appuie sur la pensée d'Aristote, que certains oiseaux sont capables de faire fonctionner leur langue distinctement. Donc, ont un langage articulé, une voix articulée. Et il rappelle ensuite que la voix a deux usages, l'un pour parler et l'autre pour chanter. Et il en profite donc dans son discours pour mettre en scène de véritables concerts où des oiseaux musiciens non seulement chantent, mais aussi, si on les écoute bien, chantent à l'unisson. Et il conseille alors à ceux qui ne croiraient pas à l'existence d'une forme quelconque de raison de logos, donc à l'origine du chant des oiseaux, de se rendre dans les parcs d'Alexandrie et d'écouter soigneusement et d'étudier le chant des oiseaux qui les peuplent. Donc vous voyez, c'est le texte ici. Alors, que pensait Philon des affirmations de son neveu? Rien de bon, il faut bien dire, rien de bon, il n'est absolument pas convaincu, et même en dépit de tout le talent sophistique, capable de détourner de leur sens les preuves les plus évidentes et de fasciner l'homme superficiel donc que possède donc ce talent que possède son neveu. Alors pour Philon, pour sa part, affirme, et là je le cite, que bien que certains des actes des animaux ressemblent à ceux des hommes, ils les accomplissent sans y penser. Et donc ici, vous voyez, on est dans un cadre de pensée qui est stoïcien. Et pour répondre à Alexandre à propos du chant animal, il file une comparaison très intéressante pour nous entre la voix des oiseaux et les instruments de musique. C'est ce que vous voyez ici.
Alors que nous dit en substance ici Philon, c'est que les émissions sonores des oiseaux, imparfaites comme les sons d'un instrument de musique, ne sont pas l'énonciation d'une quelconque raison pensante, d'une quelconque pensée, mais simplement l'émanation de l'appareil phonateur de ces animaux, ou pour le dire autrement, mise en acte spontané d'une attitude intrinsèque. Leur ramage, tout harmonieux et puissant qu'il puisse être, reste inintelligible. Donc là, vous reconnaissez quelque chose, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Platon. Et c'est pour cela qu'une telle absence de signification empêche la musique animale d'être rapprochée de la musique des hommes autrement que par analogie. Soulignons qu'il s'agit bien ici de la musique, selon la définition proposée par Platon dans les Lois, si vous vous en souvenez, comme union d'harmonie, rythme et parole, logos, au son double sens de parole et raison. Mais aussi, en un sens plus général, nous n'hésiterions pas à considérer ce discours, que ce discours semble parfaitement légitimer un rapprochement des émissions sonores des oiseaux avec la musique instrumentale des hommes. Philon n'hésite d'ailleurs pas, pour sa part, à placer le chant animal, vous le voyez donc ici, donc il établit une gradation entre le chant, donc il place le chant animal au-dessus de la musique instrumentale humaine, même si l'un et l'autre restent inférieurs à la musique vocale humaine, car cette dernière, contrairement aux deux autres, signifie quelque chose. Donc ici, vous voyez qu'il y a une gradation qui est établie entre la musique instrumentale humaine, tout en bas, ensuite la musique animale, c'est-à-dire le chant animal, et tout en haut, la musique vocale humaine, qui est langage, qui a une signification. Donc ici, on est vraiment dans le schéma platonicien. Oui, alors, nous avons mis dans l'ordre rhétorique aussi des Philon, mais si vous voulez musique instrumentale, musique animale, ce serait plutôt quelque part au même niveau, sauf que la musique animale est plus virtuose, si vous voulez. C'est-à-dire, ce qui dit le discours de Philon est très simple, comme dire, si elle est au-dessus de la musique instrumentale, c'est qu'ils sont plus habiles encore que les hommes à faire ce que les hommes font, au fond, sans trop penser, c'est-à-dire sans qu'il y ait la pensée, le logos qui est propre de la voix, c'est lui qui véhicule une signification. Alors, cette pensée est au fond est intéressante parce que penser, bon, vu avec les yeux des Philon, c'est au fond un problème qui nous porte à dérubriquer la musique des animaux comme quelque chose d'inférieur et exclu, disons, de l'idée d'une véritable art lié à une signification. Mais avec une sensibilité plus moderne, ça devient quelque chose qui est une sorte de Felix culpa, je dirais presque. Et à ce propos, je vais vous évoquer la position d'un ornithologue biologiste célèbre qui est Peter Marler, qui a écrit, entre autres, ce bref article pour l'encyclopédie des Nathieux, les origines animales de la musique, et qui soutient cet ornithologue. Ce qu'il observe, vous voyez, l'assemblage en séquence des sons dénués de signification de la part des oiseaux, que l'on peut appeler syntaxe phonologique ou phonocodage, implique des règles de séquençage et non une production de sens. Donc, au fond, il semble être assez d'accord avec Philon. C'est-à-dire, au fond, on a comme une combinaison d'éléments qui changent sans qu'on puisse reconnaître derrière une forme de signification. Et pourtant, ce même principe de phonocodage, justement, quelque part, éloigne le chant des oiseaux de ce que nous, avec les anciens, si vous voulez, appelons langage. Mais il le rapproche justement de ce que nous, modernes, appelons musique, ou constitue donc une bonne base pour s'interroger sur l'existence des principes esthétiques communs à la musique animale et à la musique des hommes, justement. Et qu'est-ce qu'il a observé, donc, Peter Marler? Les séquences ne sont pas aléatoires, mais ordonnées, organisées, selon des règles définissables et structurées, de façon à donner des schémas distants, stables et répétables. Donc, les nombres varient d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre.
Alors, variation, apprentissage, transmission de ces phonocodages qui ne s'accompagnent pas d'une signification, mais peu importe, parce qu'au fond, c'est justement la base de ce que on pourrait dire nous faisons aussi, nous les hommes, en tant que musiciens. Avec les chants des baleines, reconnaissez Peter Marle, également appris, ces chants d'oiseaux constituent manifestement un domaine de recherche pour tenter d'établir quels principes esthétiques sous-jacents, les cas échéants, sont communs à la musique animale et la musique humaine. Et quelque part, c'est justement le petit passage où c'est installé cette nouvelle discipline dont Mach a été un des fondateurs, la zoomusicologie, qui fait justement ce type de travail, c'est-à-dire tenter d'identifier s'il existe des principes communs sous-jacents à la production, aux productions sonores des animaux, des oiseaux, mais des baleines aussi, et de l'autre côté, les principes des variations, des montages, des constitutions de la musique humaine. Voilà. Alors, on passera maintenant à un autre auteur donc qui nous a beaucoup intéressé et qui est d'un grand intérêt pour la question de la musicalité des animaux, qui était un naturaliste donc qui a adhéré à plusieurs, si vous voulez évidemment pensées de l'époque, mais d'une manière plutôt éclectique, qui a beaucoup observé et qui a été le plus célèbre encyclopédiste de son époque. Pline l'Ancien. Pline est encyclopédiste, justement, auteur d'une histoire naturelle. Il a consacré aux animaux plusieurs livres de son histoire naturelle, et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le livre 10, qui s'intéresse justement aux oiseaux. Alors, le cadre de sa réflexion est parfois stoïcien, comme ça on reconnaît sur le fond, hein, mais il n'hésite pas, si besoin, hein, d'infirmer les thèses stoïciennes lorsqu'elles ne coïncident pas avec ses propres observations. Déjà, ça, c'est un aspect qui nous le rend sympathique. Ce n'est pas, comme certaines générations l'ont entendu, hein, comme une sorte de compilateur sans esprit critique, absolument pas. Il fait à propos de la musicalité des animaux des remarques qui sont très originales et ajoute aux classifications qu'avaient fait les chercheurs précédents des articulations très intéressantes. Et notamment, il reprend donc les observations d'Aristote et il rajoute aussi une catégorie d'oiseaux intéressante en s'appuyant sur le savoir des augures des Romains, celle des ocènes, ocines, dont les vols et les chants servaient des présages. Les Romains étaient très attentifs à ces phénomènes. Et les cas du plus chanteur de ces oiseaux ocènes, les rossignols, restent encore une fois les plus intéressants et illustrent parfaitement sa démarche d'observation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa notice sur les rossignols? Alors, il veut démontrer que le chant de cet oiseau est une arse. Déjà, vous voyez, c'est une sorte de réplique aux stoïciens qui disent, bon, ce n'est qu'un instant. Non, c'est une véritable arse. Il parle d'une science musicale parfaite. Et vous voyez, c'est bon, peut-être l'aspect immédiatement plus intéressant, c'est la description. La description de ces chants est beaucoup plus détaillée que celle de tous les auteurs précédents. Il émet un son modulé, tantôt étiré en longueur par une émission de souffle continu, tantôt varié par une inflexion du souffle, tantôt coupé par un souffle saccadé, enchaîné en roulade, prolongé par une reprise, assordi tout à coup, comme il avait fait pour décrire si parfaitement le chant de cet oiseau. Il y a des thèses des chercheurs qui ont dit, bon, il s'est inspiré peut-être pour parler de ces chants, de la manière dont les anciens décrivaient, d'abord du vocabulaire de la rhétorique, hein, qui était attentive à des aspects du timbre de la voix, et puis il avait probablement observé les joueurs des tibias, des aulos, qui faisaient quelque chose d'assez similaire. Il y a notamment une thèse de Barker qui dit, bon, c'est probablement un certain type de respiration qui était nécessaire pour jouer les tibias qui a été évoqué ici.
Notre thèse est que, sans forcément trahir cette idée, c'est qu'il avait effectivement écouté attentivement et a cherché les mots pour décrire le mieux possible la séquence typique du rossignol. Séquence qui commence, si vous voulez, avec ces sons lourés dont parle Messiaen amplement, qui correspond bien à cette continuo spiritu traitur in longum, étiré en longueur par une émission des souffles continus. Pi, 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 c'est comme ça que commencent les rossignols. Et après, ça c'est une transcription de Messiaen, vous voyez, avec la description nunc variator inflexo. C'est varié par une inflexion. On s'est demandé à quoi correspond. Si vous faites un spectrogramme de la note d'émission du rossignol, vous verrez que chaque note est légèrement pliée vers le bas, comme infléchie, et que progressivement, comme dire, il y a une inflexion de cette note ténue sur un souffle continu, qui termine par distinguitur conciso, coupé par un souffle saccadé, comme s'il y avait une interruption soudaine avec une sorte de petite cadence finale. Si nous écoutons la séquence des rossignols, vous verrez qu'on est assez proche de ce qu'il dit ici Pline. Vous voyez qu'il y a eu au début cette note ténue, tout a disparu, qui sait pourquoi? Mystère de l'électronique, c'est le rossignol qui a, bon, c'est révélé. Alors donc, j'ai porté l'attention donc sur cette note, voyons si ça fonctionne de nouveau, hein, c'est pas si. Vous voyez qu'il y a cette inflexion vers le bas, hein, comme d'une note ténue sur un souffle continu. C'est vraiment une caractéristique de cet oiseau. Hein, je crois que Messiaen parle de son chant nocturne, comme ça. C'est à un certain moment, tac, dans le silence de la nuit, tac, on a au printemps, cet oiseau qui commence de cette manière. Et puis, bon, les ornithologues qui transcrivent, vous voyez, donc, pour dire cette finale coupée de manière soudaine. Voilà, c'est une description, mais c'est fabuleux jusqu'à quel point, disons, Pline justement l'a développé. Alors, c'est pas le seul aspect intéressant de son discours, c'est le fait que, et ça c'est les observations qu'Aristote avait fait, mais que vous retrouvez ici encore plus développées, pour qu'on ne doute pas qu'il s'agisse là d'un art, observez. Il y a une forme d'apprentissage et d'amélioration aussi. L'élève écoute avec grande attention, puis il répète. Hein, cette idée d'un oiseau qui apprend des nôtres. À tout retour, maître-élève, vous voyez, il met en scène une sorte de leçon des chants entre un rossignol. On se rend compte que l'un reprend sa correction et que l'instructeur critique. Hein, donc il veut vraiment souligner jusqu'à quel point on est dans cette perfecta musica scientia. Voilà. Vous voyez qu'il ne se contente pas, Pline ne se contente pas de suivre le conseil que donnait tout à l'heure Alexandre chez Philon, c'est-à-dire d'écouter, mais il veut démontrer que le chant des oiseaux, du chant du rossignol, c'est une véritable ars. Et pour ce faire, il met en scène donc une véritable leçon entre un rossignol magister, c'est-à-dire maître, enseignant, et un petit rossignol élève, discipulus, qui répète et qui s'exerce. Alors, là aussi, on peut se demander, alors ici, sans doute, c'est une élaboration littéraire du texte d'Aristote, mais sans doute pas seulement. Il faut savoir que les Romains, et les riches Romains dont faisait partie Pline, avaient donc de grands jardins, où peut-être il avait écouté rossignol, mais surtout d'immenses volières, où ils élevaient leur propre rossignol. Donc, là aussi, c'est sans doute le fruit d'une observation personnelle et vraiment poussée. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le rossignol, pour Pline, est capable d'un art très élaboré, perfectible, transmissible et surtout pas en situation, mais transmis pour l'amour de l'art,
puisqu'il dit que donc les rossignols peuvent mourir de ne pas avoir assez bien chanté, et donc un art donc semblable à celui de l'homme, même si nous ne mourrons pas parce que nous n'avons pas assez bien chanté. Mais donc c'est vraiment un art, donc vraiment un art pratiqué pour l'art et pour sa beauté. Alors ici, c'est un encyclopédiste, un naturaliste. Il ne cherche pas à faire vraiment œuvre de philosophe, même si il faut se souvenir que selon le modèle d'Aristote, tout naturaliste était aussi philosophe dans l'Antiquité. Mais il ne cherche pas à démontrer que les animaux possèdent la raison. Mais là, certainement que, à travers ce texte, peut-être mieux que Philon, il atteste des arguments qu'employaient les néo-académiciens pour démontrer que les oiseaux en particulier possédaient une ars et donc la raison. Et que donc la raison et l'art, donc la musique, n'était pas forcément l'apanage de l'homme, exclusif de l'homme. Voilà, alors peut-être l'écrivain qui a poussé le plus le raisonnement le plus loin sur ces sujets, et Plutarque, qui a vécu au tournant du 1er, 2e siècle de notre ère, dont les réflexions nous offrent en effet un aperçu de la manière où on pouvait tirer parti des aptitudes musicales des animaux pour accorder justement aux animaux une forme d'intelligence et de raison. Et c'est, si vous voulez, toujours dans une réflexion interne, si vous voulez, au platonisme. Parce que bon, Plutarque s'inspirait également de Platon, mais dialoguer avec ces philosophes et prenait ses distances par rapport c'est toute cette grande constellation d'auteurs, d'écrivains, des philosophes qui rentrent parfois aujourd'hui sont fait rentrer dans la catégorie un peu vague historiographique de médioplatonisme. On a évoqué la Nouvelle Académie aussi. Bon, il faudrait vous expliquer un peu les différences, mais c'est un peu la Nouvelle Académie était devenue des sceptiques, donc mais ils s'inspiraient également, c'était des héritiers également de Platon. Alors, pourquoi ça nous intéresse Plutarque? Bon, il a formulé des arguments qui sont clairement également à tourner contre les stoïciens à propos de la partie d'intelligence et des raisons qu'il convient d'accorder aux animaux. Et au fond, ces arguments peuvent se réduire à ce que je viens de vous montrer dans ces diapos. La sensation ne peut exister sans la faculté de comprendre. Dès qu'on parle de la sensation est égale à réaction, égale à capacité de comprendre, d'interpréter ce qu'on voit. Les animaux ont donc pour lui une forme d'intelligence et une raison dans une proportion plus ou moins grande selon les espèces et les individus. Donc quelque part, on entre dans une forme de gradualisme, mais on ne peut pas séparer nettement, la sphère, des hommes liés au logos, à la ratio, à la raison, de la sphère des animaux qui ne serait que sensibilité. La sensibilité est liée également à la faculté de comprendre. Donc, la sensibilité de certains animaux pour la musique, les rythmes, le plaisir, pour lui, est assez indéniable. C'est-à-dire, on constate que les animaux ont cette sensibilité. Et Plutarque va encore plus loin. Il établit une distinction entre deux catégories d'oiseaux chanteurs. Vous vous souvenez donc les discours de Pline par rapport à ces oiseaux qui ont vraiment cette capacité des transformations qui sont les rossignols, eh bien, il dit, bon, évidemment, il existe certains oiseaux qui ont une musicalité extraordinaire, mais qui est innée et ne doit rien à un quelconque apprentissage, donc ce qu'on pourrait être une sorte d'intuition de la pensée commune, et d'autres qui disposent d'une technique acquise en écoutant autrui. Non seulement ils apprennent leur art par imitation, mais même ceux qui demanderaient, selon lui, un degré plus élevé encore de raison, sont capables de l'enseigner à leur tour. Alors, en quoi ce discours est différent de ce qu'on vient de voir chez Pline? Mais tout simplement, il reconnaît que
bon, il faudrait faire des distinctions que tous les oiseaux ne sont pas capables de ces prouesses, mais il existe des oiseaux qui sont capables de le faire. Aujourd'hui, l'ornithologie a amplement confirmé cette thèse. Si vous demandez à Peter Marler, justement, qui est mort le pauvre, mais je veux dire, si vous demandez à ses écrits, hein, je veux dire à ce qu'il a écrit, quelle est la réponse à cette question, il vous dira, la plupart des espèces ne font que répéter une séquence innée. Mais il existe des espèces qui sont capables de varier, de transmettre la variation. Et donc, on a vu, à part ces bruins à couronne blanche canadiens, on a les rossignols, on a certaines espèces de baleines, des dauphins qui sont capables justement qui ont cette capacité. Et à ces points de son argumentation, Plutarque mentionne évidemment dans ses dialogues l'oiseau chanteur par excellence, qu'on a vu aussi dans la notice des Pline, c'est-à-dire les rossignols. Alors, vous voyez ici que Aristote, en mentionnant les capacités d'apprentissage et de transmission des rossignols, avait introduit le loup dans la bergerie, si je peux dire, et en montrant que peut-être les animaux étaient capables de cette protoculture. Et donc, vous voyez que la postérité s'est engouffrée dans la brèche pour démontrer que les animaux avaient une forme de raison brouillée. Alors, Plutarque, évidemment, le mentionne, vous le voyez ici, mais il va même plus loin, puisque le rossignol, selon lui, posséderait non seulement une techné, c'est-à-dire un art enseigné et appris, mais même pratiquerait cet art pour l'amour du beau plutôt que de l'utile. C'est ce qu'elle disait déjà un peu Pline. Et ici, vous voyez, on est quand même bien loin du champ en situation d'Aristote. Alors, voilà pour le rossignol. Alors, le rossignol, quand même, n'est pas celui qui mérite la palme chez Plutarque. Pour Plutarque, la palme de l'art revient à la pie. Alors, une pie parleuse, devenue également chanteuse par amour du beau. Alors j'ai dit tout à l'heure que les anciens apprivoisaient beaucoup plus d'oiseaux que nous, et notamment les Romains adoraient les pies et les corbeaux. Ils les domestiquaient. Alors, ils avaient des rossignols qui donc chantaient pour eux, mais aussi à qui ils apprenaient à parler. Il en est de même pour les pies et pour les corbeaux. Et voici ce que nous dit nous dit Plutarque de la pie. Alors, la pie, comme les étourneaux, alors je le cite, les corbeaux ou les perroquets, selon Plutarque, étaient manifestement capables d'apprendre à parler et offraient, je cite, un flux vocal dont la souplesse et l'agilité imitative se prêtaient merveilleusement à tous les exercices de mise en forme. Et, dit-il, elle montrait par là qu'elle était dotée à la fois de la pensée et d'une voix articulée. Donc, une voix articulée susceptible d'exprimer cette pensée. Donc, alors ici vous avez donc le plus beau texte est celui-ci, alors qui est très long. Alors où Plutarque nous raconte une anecdote qui manifestement était célèbre à Rome d'une pie qui appartenait donc à un artisan et qui était un prodige d'imitation. Elle imitait tout, y compris la parole humaine. Et un jour arrive un convoi funèbre sur la placette où se trouvait la boutique du barbier. C'était un barbier, c'est ça? Mm-hmm. Donc sur cette placette, et donc les cortèges, les funérailles romaines étaient extrêmement spectaculaires, étaient accompagnés de musique, et en particulier de musique de trompette. Et donc le cortège funèbre qui donc accompagné de trompettes s'arrête un instant sur la placette pour jouer, pour la plus grande admiration des passants et surtout de notre pie. Alors cette pauvre pie, donc en est restée muette d'admiration. Alors on n'a pas compris ce qui lui arrivait,
D'après Plutarque, on a même pensé elle avait été empoisonnée par un rival du barbier, qui était très mécontent que le barbier en question de notre placette ait une pluie aussi prodigieuse. Et donc, tous les habitants du lieu ont eu peur, jusqu'au jour où elle a recommencé à s'exprimer, si je peux dire. Et donc, on a compris alors, nous dit Pline, que ce n'était pas là, excusez-moi, que ce n'était pas là, donc ce n'est pas qu'elle était malade ou qu'elle avait été empoisonnée, c'était simplement, dit Plutarque, exercice et retraite intérieure de son talent d'imitation qui montait et préparait la voix comme un instrument. Et donc, quand elle se réveille, si je peux dire, ce n'est plus les paroles et les cris habituels qu'elle fait entendre, mais elle restitue toutes les mélodies des trompettes, en croire Plutarque. Donc, ici, vous avez apprentissage et amour de la musique pour la musique, parce que ce n'est pas pour rien que Plutarque dit qu'elle a arrêté de manger. C'est-à-dire qu'elle a tellement aimé le concert qu'elle a oublie ses besoins naturels. Elle crie plus pour demander à manger. Donc ici, vous avez apprentissage et pratique de la musique pour la musique. Et donc ici, ce que veut Plutarque, démontrer Plutarque, manifestement, c'est que le chant de sa pie est un art au plein sens du terme, et même au sens moderne du terme. Et ici, il y a une sorte de circulation parfaite de la musique de l'animal à l'homme, si vous vous souvenez de ce que disait Lucrèce, puis de l'homme à l'animal qui s'est fait chez Plutarque. Et la boucle est bouclée. Voilà, alors, et on peut mettre l'accent dans cet exemple sur un extraordinaire talent dont fait preuve ici la Pie, et c'est le talent d'imitation. C'est-à-dire le fait qu'elle est capable d'imiter à la perfection, comme dire, un modèle qui lui est proposé. Nous n'avons pas une Pie ici comme qui puisse nous éprouver tout ça, mais ça nous est arrivé, et il y a quelques ans, de rencontrer ces Ménates. Et alors, je vous laisse, même sans faire commentaire, on le fera après, l'expérience que j'ai fait. Donc, vous entendrez un sifflement au début, c'est pas le Ménate, c'est moi. Et après, vous entendrez ce qui a fait cet oiseau. Voilà. Il a répété. Il est génial. Donc, le modèle, ça a été répété. Si vous enlevez un peu de vibrato, il y avait pratiquement tout. Hein, c'est-à-dire les intervalles, la séquence. Donc, alors, à propos du talent d'imitation des oiseaux, et qui dit talent d'imitation donne une base fondamentale. Vous savez très bien que la base de toute notre culture est la mémoire, et la capacité de retenir quelque chose, et qui dit rétention dit après possibilité de montage, récomposition. C'est ce qu'on peut appeler effectivement, si vous voulez, une protoculture, hein, comme le disent certains ornithologues et zoomusicologues aujourd'hui. Donc voilà, apprentissage, pratique de la musique, talent d'imitation. Bon, nous espérons avoir montré au cours de cette réflexion, hein, comme ça, dans ce cadre temporel, que dès les origines, les aptitudes musicales des animaux ont constitué un enjeu important d'une réflexion plus large qui était consacrée, si vous voulez, à la compréhension de ce qui sépare ou unit l'homme à l'animal. Et les observations parfois ambivalentes des Platon et d'Aristote ont jeté les bases d'une confrontation qui a fait des performances, si vous voulez, musicales des animaux, tantôt le simple résultat d'une impulsion naturelle, hein, à laquelle la réflexion n'a aucune part, tantôt les signes d'une forme d'intelligence et des raisons, certes inférieures à celles des hommes, mais réelles et capables d'aboutir à la maîtrise d'une ars. Alors c'est notamment le débat entre stoïciens et néo-académiciens
dont nous avons rapporté quelques jalons à la fin de notre conférence, dans la deuxième partie de notre conférence. Et dans ce débat, le chant de certains oiseaux constitue clairement la preuve des extraordinaires capacités d'imitation, d'apprentissage. Alors, imitation et apprentissage étaient, petite parenthèse, étaient intimement liés dans l'Antiquité, puisqu'on apprenait en imitant. Donc, capacité d'imitation, d'apprentissage et de transmission que l'on peut rencontrer dans le monde animal. Par la suite, le fossé que les stoïciens s'étaient employés à creuser entre monde humain et animal deviendra infranchissable avec les penseurs chrétiens qui étaient dans une large mesure héritiers de la pensée stoïcienne. La dignité de musicien, qui sera avant tout liée à la maîtrise d'un savoir théorique, sera placée hors de la portée des animaux. Il a répété. Et on vous laisse avec ça. Voilà, merci de votre attention. Merci.